Combien de temps? 25 minutes 04. Ok. Je le fais pas dans l'ordre, le livre. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, et puis mes ennemis également. Et voilà. Alors. Hyperboréen, le peuple primordial du Grand Nord. Alors, l'ancienne tradition mentionne l'existence dans la région polaire arctique d'une terre parfaite où le soleil brille constamment de tout son éclat, l'Hyperborée. Ses habitants, les Hyperboréens, forment un peuple pur et puissant, doté d'une connaissance intime du monde et d'une sagesse supérieure, lieu magique au centre de la spiritualité primitive. Les vestiges de la contrée nordique enchanteresse survivent dans les fables et les légendes de nombreuses civilisations. Point. Excuse-moi. La lampe à chauffe. Partons donc au-delà du pôle Nord à la recherche de l'hyperborée fabuleuse. Oh, tu me tiens chaud, toi, la lampe. Elle dégage de la chaleur, punaise. Excuse-moi, hein, vite. On va faire ça comme ça. Alors, une terre originelle au-delà de Borée. Une croyance antédiluvienne revient de manière récurrente dans les nombreuses légendes du monde. Le tout premier peuple primordial aurait vu le jour aux confins du pôle Nord, sur des zones arctiques alors en symbiose avec la nature et les dieux. Cette terre originelle, plus vieille encore que l'Atlantide, aurait abrité une prestigieuse civilisation. Les Hyperboréens, qui en sont étymologiques, sont ceux qui vivent au-delà de Borée. Le vent du Nord, selon les anciens Hyperborées, représentait le premier centre spirituel et magique de l'humanité, s'épanouissant dans un âge d'or où la sagesse et la pureté régnaient sur terre. La tradition hindoue évoque l'Hyperborée sous l'appellation d'île blanche, endroit sacré où les sages allaient recueillir de nouvelles connaissances. Les mythes inuits se souviennent eux aussi du premier peuple de la race humaine. Les fables esquimaudes nous parlent d'une ancienne civilisation rayonnant sur tout le pôle Nord, des hommes bâtisseurs forts et conquérants. Mentionnons également les légendes suédoises et scandinaves qui se sont elles aussi intéressées à la genèse d'une fabuleuse contrée nordique dont le peuple primordial est le fondateur des principes doctrines religieuses du monde. Les Celtes se disent quant à eux originaires d'une terre verte boréenne. C'est vrai, il n'y avait pas de glace avant. J'avais les anciennes cartes. Ouais. Et puis comme on regarde la Terre, on voit qu'il y a un trou. À cet endroit-là, il y a un grand trou, un grand puits qui descend. Mais là, ils ont truqué l'image, hein, on ne voit plus le trou. Mais la photo, je l'ai. Il y a des années, je l'ai vu la photo, et puis il y a une autre amie à moi qui a une chaîne, elle le montrait aussi. Et j'ai pu la récupérer, cette photo-là. Si j'arrive à remettre la main dessus, ben, je la montrerai, parce que je l'ai promis à une dame, donc je lui mettrai. Si je peux lui mettre. Voilà. Alors, une green... Alors, G-R-E-E-N. Land, Greenland, plus loin, Land, L-A-N-D, souvent associé étymologiquement au Groenland, mais c'est surtout dans l'Antiquité grecque que les informations sur l'Hyperborée, parfois nommée Thulé, T-H-U-L-E, ou Ultima Thulé, sont les plus précieuses. On retrouve tout d'abord les traces des Hyperboréens dans les poèmes d'Hésiode. 8 siècles avant Jésus-Christ, puis 600 ans avant notre ère. Le mythique voyageur Aristée de Préconèse, avec 2 N, E. P-R-O-C-O, 2 N, I. Non, c'est E, parce qu'il y a l'accent qui est en biais comme ça. S-E. Mentionne l'existence d'une civilisation hautement évoluée, aux confins du monde habité, au point le plus septentrional de la Terre. Et puis l'ouverture dont je vous parle, bah c'est là, c'est le milieu, on va au milieu de la Terre, à la Terre souterraine, mais ils ont un soleil, un ciel et tout ça. Voilà, il y en a un qui est allé, un aviateur dans les années 50, enfin je sais plus quoi. Alors, oh bah ils nous fait passer pour fous, hein, probablement.
De son côté, Aristée, fils de Ketstrobio de Proconèse, dans un poème épique, raconte que, possédé de Phébus, il alla chez les Isédons, qu'au-dessus des Isédons habitent les Arimasques, hommes qui n'auraient qu'un œil. Bah pour moi, c'est les hommes qui n'ont qu'un œil ici. C'est pour moi, c'est des... Comment on appelle ça en fait? Oui, je sais, des cyclopes, mais je sais pas si ça a à voir. Ça me fait penser aux cyclopes. Alors, dessus des arismapes, les griffons gardiens de l'or. Oui, je connais, griffons. Au-dessus des griffons, les hyperboréens, qui s'étendent jusqu'à une mer. Diodore de Sicile nous en dit davantage sur les curieuses situations climatiques de l'Hyperborée. Ces territoires mythiques de l'Arctique bénéficiaient, semble-t-il, d'un climat agréable et tempéré, sous la forme d'une saison unique, d'une grande douceur. Le soleil perpétuel garantissait 2 récoltes par an aux habitants végétariens. Je le suis, végétarienne. Ne se nourrissant que de fruits, de plantes et de légumes. Il confirme également la situation géographique polaire de la cité en précisant qu'en Hyperborée, la Lune semblait plus visible et plus proche que n'importe où ailleurs, si proche qu'on pouvait en distinguer les reliefs. J'aurais pas dû me aussi avec un coussin, moi. Enfin bref. Hyperboréens, nos plus lointains ancêtres. D'autres manuscrits anciens nous en disent davantage sur cette civilisation antédiluvienne, dissimulée au-delà des glaces et des brumes de l'Arctique. Plutarque offre la vision d'un peuple d'hyperboréens ayant acquis la vérité originelle et les secrets de la vie. C'est pas pour rien qu'on les a décimés aussi, ceux-là. Devenus immortels, il suffisait aux vieillards de se jeter dans le fleuve sacré du Nord pour renaître jouvenceaux. Initiés au chamanisme primitif et à la magie, les hyperboréens possédaient des pouvoirs divinatoires et des capacités psychiques hors du commun. C'est pour ça qu'on a massacré pas mal de peuples. Mais ils étaient aussi des êtres simples, innocents, ignorant la convoitise et la haine. Le célèbre poète lyrique grec Pindare, Pindare, décrit avec verve leur existence et bienheureuse sur une terre de félicité, sorte de paradis terrestre initial empli de chants et de musique. Aïe, 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 aïe. Comme j'aimerais que ça redevienne comme ça. Aïe, 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 aïe. Je me comprends. Je me comprends, Seigneur, t'inquiète pas, je me comprends. Bon, vas-y. Toi aussi, tu me comprends, tu lis en moi. Bon. La muse jamais ne quitte leur pays. Partout, chœur de jeunes filles, lyres sonnantes, chants de flûtes, cheveux noués de laurier d'or, festin gaieté, ni les maladies, ni la vieillesse n'atteignent cette race sainte des hyperboréens, ignorants des labeurs et des combats. Ils vivent à l'abri des némésis. Némésis. C'est ça qu'on dit N-E-M-E-S-I-S. Némésis. Vengeresse. Race de vipère. C'est une vérité, en plus. Oui. C'est pour ça qu'on est dans la merde à cause de tous ces trucs. Vas-y. Excusez-moi. Tombeau d'Opis et d'Argé et qu'on l'emploie tout à cet usage. Ce tombeau est derrière le temple de Diane à l'est et près de la salle où les séillants font leur festin. J'ai déjà lu une légende sur un endroit où c'est qu'on pouvait aller se baigner. Une fontaine ou quoi, je sais pas, ça avait la forme d'un tombeau, mais il y avait l'eau qui coulait dedans et il se vidait jamais et on pouvait aller dedans pour se soigner. Je sais plus où il est, mais en tout cas, soit qu'il est en France ou soit qu'il est ailleurs, je sais pas, il y a un truc comme ça. Enfin bref. Les liens d'amitié étaient si forts entre les deux civilisations que moult histoires racontent une filiation hyperboréenne, réenne, oh là là, il y a 2 N, attendez, hyperboréenne, ou réenne, non, on dit réenne parce que 2 N, et E, 2 N, E, excuse-moi, je bug, bah ça arrive de bugger, hein, à certains habitants de l'île, de Delos. Apollon, le dieu hyperboréen,
Nous le constatons, le mythe d'une terre primordiale dans le Grand Nord, peuplée par une civilisation pure et éclairée, a clairement fasciné le monde helléniste pendant des siècles. Ces régions extrêmes semblent posséder toutes seules tout ce qu'il y a de plus beau et plus rare à nos yeux, confia encore Hérodote. Baptisé le père de l'histoire par Cicéron, est-ce pour cette raison que de nombreux historiens et chroniqueurs de l'Antiquité relatent que diverses divinités du panthéon grec sont nées ou ont visité l'Hyperboréen, à l'instar de Léto, Thésée et Persée. Apollon est même décrit comme le dieu régnant sur l'Hyperborée, lieu sacré où il revient chaque hiver pour se régénérer. Le mythe veut que, peu de temps après la naissance d'Apollon, Zeus lui ordonne de se rendre à Delphes à bord d'un char volant tiré par des cygnes. Mais Apollon ne se dirigea pas directement à Delphes, il mit d'abord le cap vers l'Hyperborée, où, selon certaines visions, réside sa mère Léto, ou Leto. Non, il n'y a pas de E sur le... Leto, L majuscule E-T-O, car c'est sa patrie d'origine, et y séjourna pendant une année entière. Le dieu rencontra aussi les Hyperboréens, peuple vénérable qui ne connaît ni la maladie, ni la vieillesse. C'est en côtoyant ces nations fantastiques qu'Apollon, l'une des divinités les plus charismatiques et mystérieuses de Grèce, découvrait le secret de l'éternelle jeunesse. C'est surtout en Hyperborée, son lieu de culte, qu'il puise ses capacités de divination. De retour à Delphes au printemps, il est alors en mesure de délivrer ses oracles. Là, c'est marqué. Selon d'autres variantes du mythe, Apollon ne revient en Hyperborée que tous les 19 ans, lorsque les astres ont effectué une révolution complète selon les cycles métoniques. Selon Callimaque, Apollon est né là où enfantent les phoques, les monstres marins sur des rocs perdus. Apollon est le principal divinité oraculaire des Grecs. Qu'est-ce qu'ils font de la Pythie alors? La Pythie, elle oraclait aussi bien. Enfin, hein? Elle faisait des oracles aussi, la Pythie. Ouais, bon. Dans l'histoire de la divination dans l'Antiquité, Auguste Boucher-Leclerc traduit ce rapport intime entre l'Hyperborée et les dieux grecs. Peut-être est-ce au désir d'isoler Délos de sa gloire qu'est dû le crédit accordé en ce lieu à la légende d'Hyperborée. Bah là, Délos, ils ont mis un « et ». Tout à l'heure, j'ai pas lu qu'il n'y avait pas un « et », mais c'était tout en majuscule. Ouais, enfin bref. Dont parlaient déjà les anciens hymnes liturgiques de l'île Sainte. L'imagination grecque s'était créé un paradis terrestre et elle avait placé à l'abri de toute recherche derrière les monts Riphées, qui reculaient eux-mêmes devant le progrès des connaissances géographiques. Après, il y a 3 points entourés de 2 grosses virgules debout là. 2 cercles en demi-cercle debout. Les Grecs avaient placé le cénacle de leur dieu sur l'Olympe en un temps où cette montagne fermait leur horizon du côté des régions septentrionales. Puis leur Olympe idéalisé s'enfonça dans des perspectives lointaines, jusqu'à cette contrée merveilleuse dont la curiosité humaine ne pouvait plus faire le tour. Le séjour lumineux d'Hyperborée devait être particulièrement aimé d'Apollon, et l'on en vint à penser que c'était sa véritable patrie. Non, peut-être pas. Je dis bien peut-être pas, hein, j'ai pas toute la science, mais voilà. Moi, je m'occupe de ce que le père me dit dans... Voilà, hein, c'est bon. Hein. Mythe moderne et ésotérisme. Mythe moderne et ésotérisme. Alors, progressivement englouti par les siècles, le mythe d'une terre sacrée dans le cercle polaire arctique ressurgit finalement en Europe au XVIe siècle. En 1569, Guillaume Postel place le paradis au pôle Nord dans la première carte en projection polaire. Les habitants du lieu peuvent selon lui se rendre en Sibérie ou en Amérique du Nord par le biais d'un pont de glace reliant les continents. Puis Gérard Mercator dessine dans une carte de 1596 un rocher noir au pôle Nord. C'est ce point symbolique que convergent les 4 fleuves de la Genèse, indique que l'Hyperborée est le berceau de l'humanité. Le mythe persiste durant le siècle des Lumières, lorsque quelques philosophes et érudits redécouvrent les textes anciens qui en font mention. Plusieurs ouvrages
font revivre le continent enchanteur du Grand Nord et les hyperboréens s'imposent dans l'imaginaire collectif comme le peuple primitif dont descendant la plupart des civilisations indo-européennes, au même titre que l'Atlantide, Mu et la Lémurie. Le pays d'Hyperborée subjugue les courants ésotériques qui pullulent. Citons notamment les travaux de, je dirais pas son nom, en 1759, de l'histoire des religions, voilà, en 1890 pour un autre, ainsi que, je dis pas son nom, qui fait publier à Lyon un manuscrit intitulé À la recherche de la nation et de la cité des Hyperboréens. Eh Seigneur, la cité d'or, dessin animé. Je crois que j'ai un copain qui est venu là sur le rebord de la fenêtre, j'ai vu son ombre. Oui, il va falloir que je remette de l'eau et puis voilà. Hein, c'est pas pour rien la cité d'or. Hein, Alors, à la fin du 19e siècle, je dis pas son nom, fondatrice de la société, je dis pas son nom, en 1875, explore le mythe en 1888 dans son histoire occulte de l'humanité, basée sur des théories non scientifiques et non religieuses. Selon Blas, je dis pas son nom, les hyperboréens représentent l'une des racines primaires de l'humanité ayant régné sur Terre juste après la première race. Elle confirme également que le peuple antédiluvien a vécu en harmonie à une époque où le cercle polaire jouissait alors d'un climat tempéré et d'une saison unique. Voilà pourquoi, mon ami, quand on a discuté sur une des chaînes là que tu m'as dit, t'as parlé qu'ils ont trouvé des éponges, bah c'est obligé. C'est obligé. Voilà. On propose donc de donner au premier continent, ou plutôt la première terre ferme sur laquelle la première race fut évoluée par les divins progéniteurs, le nom de terre sacrée impérissable. C'est le berceau du premier homme. Après, il y a la virgule avec les 3 points, là, voilà, les 2 demi-cercles debout. Le continent hyperboréen, tel sera le nom choisi pour le second continent. La terre qui étendait ses promontoires au sud et à l'ouest du pôle Nord, pour recevoir la seconde race qui englobait tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie du Nord. C'est le nom que les plus anciens Grecs donnaient à cette région lointaine et mystérieuse, où suivent les traditions. Apollon, l'hyperboréen, se rendait tous les ans. Après, il y a encore les 2 virgules debout avec les 3 points au milieu. C'est les 2 demi-cercles debout avec 3 virgules... Oh, 3 points au milieu, je vais y arriver, oui. C'était un continent réel, une terre bona fide, qui ne connaissait pas l'hiver à cette époque primitive. Durant le Miocène, le Groenland et même le Spitzberg, c'est-à-dire ce qui reste du Nord second continent ou continent hyperboréen, jouissait d'un climat presque tropical. C'est une grande vérité. Nous le savons aujourd'hui, les terres arctiques du pôle Nord n'ont pas toujours été ce désert de glace hostile et blanc tel que nous le connaissons aujourd'hui. Voilà plusieurs milliers d'années, le cercle circumpolaire était couvert par une végétation verdoyante et il faisait bon se baigner dans ces eaux chaudes et poissonneuses. C'est du moins ce que laissent suggérer des prélèvements effectués au Groenland qui ont révélé la présence de vestiges d'arbres connus désormais sous nos latitudes tels que les sapins, les peupliers, les chênes ou encore des noyers et des châtaigniers. En Sibérie, l'analyse de l'estomac de mammouth retrouvé congelé a permis d'affirmer que ces mammifères du passé broutaient alors paisiblement des feuilles de bouleau et de saule. Ben oui. Et puis il faut pas oublier qu'ils ont une technologie là qui permet de mettre de la glace autant qu'ils veulent. Hein, ouais. Ah oui, j'ai aussi la lithographie. Je présente le truc là avant la fin. J'ai ça, ma dragonnette. Voilà, c'est toutes les pierres que j'avais achetées, j'avais les livres avec. J'ai gardé les livres. Voilà. J'ai gardé. Voilà ma dragonnette. Et 12 ans suis-je, du coup. Ouais, là, en bas. Alors, l'origine du monde au pôle Nord. Tradition celtique, germanique ou méditerranéenne, toute époque avec plus ou moins de détails. Tout évoque, avec plus ou moins de détails et de contradictions, une hyperborée cernée par les glaces du pôle Nord, mais bénéficiant pourtant d'un climat tempéré et d'une végétation luxuriante. Je vous dirai pas le secret que j'ai. Pas ici en tout cas. Non.
Si c'est pas permis, je le dis pas. Peuple primordial, les hyperboréens, ils sont considérés comme nos grands ancêtres, simples et bienheureux, à doter de pouvoirs psychiques propres du chamanisme selon les croyances indo-européennes qui inscrivent profondément les 4 points cardinaux dans leur légende. Le Nord est le symbole de la sagesse et de la pureté. Le pays des âmes est souvent le repère des dieux. J'en ai parlé dans certaines de mes vidéos anciennes probablement, où j'ai laissé aller quelques mots à droite ou à gauche, mais bon, franchement, sur certains points qui ont à voir avec la Genèse et puis la création et puis tout pitou. Bon, voilà. Hein. Une croyance répandue dans le monde antique que nous retrouverons en Étrurie et qui venait peut-être de la Chaldée, placée au nord, le séjour des dieux, soit que le pôle centre des mouvements célestes et régulateur immobile de l'univers parut être le siège où aboutissaient en quelque sorte les reines de l'énorme attelage, soit qu'une tradition confuse eût parlé au peuple du Midi, des nuits lumineuses et des jours démesurés de l'extrême nord. Localisé au point de plus septentrional de la Terre, bout du monde géographique et symbolique, l'hyperborée est l'allégorie d'un absolu hyper indépassable. Attends. Mais c'est bon. Indépassable d'un âge d'or indéfinitivement égaré, inaccessible, considéré dans le temps ancien comme un point fixe à l'origine de la rotation de la planète. La région polaire représente le lieu spirituel de la connaissance ultime, l'axis mundi des initiés primordiaux. Les hyperboréens auraient donc vécu proches de sortes de portes du cosmos. Il y en a plusieurs sur la Terre, et il y en a même sous terre, des portes qui permettent de voyager dans le temps. Des portes donnant accès au ciel, une situation géographico-mythique leur permettant, sous l'égide d'Apollon, d'être les maîtres bienheureux du monde. Analyse christique. Je dis pas le nom. Je croyais qu'ils allaient parler du Christ, là. Excuse-moi. Andoy. C'est mon copain GG qui disait ça. Ouais. Marseillais. L'hyperborée, berceau de l'humanité, la boussole dans l'aiguille aimantée demeure obstinément pointée vers le nord. N'indique-t-elle pas ? N'indique-t-elle pas tout simplement l'emplacement de nos origines? Nous le saurons sans doute jamais. Bah demande, tu recevras, mon gars. Hein? Franchement. Mais les hyperboréens sont là pour témoigner d'une nostalgie collective du paradis perdu dans des temps antédiluviens, une époque de paix, de sagesse et de pureté qui ne survit que par les fables et les contes ancestraux. Oui, bah souvent dans les contes et les fables, il y a souvent des vérités. Ni par terre, ni par mer, tu ne trouveras le chemin qui mène chez les hyperboréens, conclut le Nietzsche, N-I-E-T-Z S-C-H-E, citant Pindar. Ouf, il y en a pourtant un qui est allé en avion, hein? Ouais. Appendice 1, pôle géographique et pôle magnétique. J'ai le temps? Oui, j'ai encore 2 minutes. Pour trouver la Terre d'hyperborée, encore faut-il surmonter un contresens initial qui divise les spécialistes. De nombreux chercheurs ont considéré cette contrée légendaire au-delà du pôle nord géographique, le point le plus septentrional de la planète. Or, plusieurs amateurs de dossiers se réfèrent pour leur part au pôle nord magnétique, point central du magnétique terrestre. C'est l'endroit vers où les boussoles pointent et il est situé à plusieurs centaines de kilomètres au sud du pôle géographique. Cet endroit appelé le vrai nord n'est pas un point fixe généré par les déplacements du noyau ferreux de la Terre. Le pôle nord magnétique est en mouvement constant. Il se déplace ainsi d'environ 50 km par an. Il a franchi en 2005 la côte canadienne et les spécialistes de l'Institut polaire estiment qu'il se retrouvera au-dessus des terres sibériennes aux alentours de 2040. Ah ben, il y a encore de l'eau à passer sous le pont. Hein. Ouais. Appendice 2. La piste islandaise. Ils sont nombreux à penser que l'Islande pourrait désigner l'ancien pays d'Hyperborée.
Bah ça, je vous le ferai plus tard parce que là, ça clignote. Soyez tous bénis et je vous embrasse tous. Voilà, petit cadeau, hein.